Merci Philippe, Philippe Baptiste, le patron du CNES. Merci Philippe, on est très heureux d'avoir Philippe avec nous. Le CNES, on en a tous un peu rêvé quand on était enfant. Et donc merci d'être avec nous pour nous faire permettre de faire cette exploration avec toi ce matin. Merci beaucoup. Le CNES est à toi, le CNES est à vous tous. Hein. C'est votre agence spatiale nationale. Et évidemment, on travaille aussi avec toutes les agences spatiales européennes. Alors, peut-être simplement un petit mot pour commencer, pour vous parler d'espace en général. La première chose que je voudrais vraiment vous dire, et je voudrais vous en convaincre, c'est que le spatial, il est déjà au cœur de votre vie aujourd'hui. Si je devais prendre quelques exemples très simples, vous vous êtes levé le matin, peut-être que vous avez eu la mauvaise idée d'allumer votre télévision. Si vous avez allumé votre télévision, ça vient du spatial. Si vous avez après utilisé votre GPS pour venir jusqu'ici, c'est pareil. Eh bien, c'était pas d'ailleurs un GPS, pardon, là je vais me faire taper sur les doigts, c'était un Galileo. Cette capacité de géolocalisation qui est une capacité extraordinaire qu'on a aujourd'hui en Europe et aussi avec nos amis américains avec le GPS, c'est aussi le spatial. Ces technologies, elles sont déjà absolument au cœur de nos vies aujourd'hui en permanence et c'est ce que vous en voyez de plus évident. Mais je vais essayer de vous dire aussi, à travers quelques exemples ou quelques grands piliers stratégiques, à quel point le spatial est fondamental pour nos sociétés. La première chose que je vais mentionner, on sait tous qu'on est au milieu d'une grande crise aujourd'hui avec l'invasion russe en Ukraine. Le spatial est au cœur des questions de défense, des questions de sécurité. C'est vrai à travers les questions d'observation, à travers les questions d'écoute, à travers les questions de transmission sécurisée. Tout ça, ça nécessite des infrastructures spatiales qui sont absolument cruciales aujourd'hui. Et aujourd'hui aussi, hein, si je reviens sur la question de l'observation, si vous voyez aujourd'hui tous les succès que peuvent avoir les opérateurs, enfin l'armée ukrainienne aujourd'hui, tout le monde le lit, il suffit de lire la presse, et la presse n'a pas toujours tort, et bien derrière c'est des capacités qui viennent du spatial. Si au-delà des questions de défense et de sécurité, vous avez aussi les questions d'autonomie stratégique. Le spatial, c'est aussi la capacité pour l'Europe d'avoir des lanceurs qui nous permettent d'envoyer dans l'espace nos satellites. Si on n'a pas les lanceurs, ça veut dire que derrière, eh bien, on est bridé, on a besoin d'utiliser des opérateurs qui sont des opérateurs qui ne seraient pas européens pour lancer nos satellites. Donc c'est absolument crucial aussi. Le spatial, ce n'est pas seulement la défense, ce n'est pas seulement l'autonomie stratégique, c'est aussi évidemment les questions de science et les questions d'exploration. Donc vous avez tous en tête évidemment Thomas Pesquet ou peut-être ceux qui sont un peu plus de cheveux blancs, Claudie Aigneret ou enfin, d'autres très grandes figures comme ça. Le spatial, c'est cette capacité d'explorer, c'est cette capacité de faire des expériences scientifiques uniques, de comprendre les fondamentaux de l'univers, de remonter à nos origines. C'est aussi la capacité d'aller voir ce qui se passe sur d'autres planètes et de comprendre les évolutions de notre Terre elle-même à travers ce qui s'est passé sur d'autres planètes. Donc le spatial, c'est la science, c'est l'exploration, mais c'est aussi, et je pense que c'est quelque chose qui me semble absolument clé aujourd'hui, et je pense vraiment c'est peut-être l'enjeu numéro 1 du spatial dans le monde aujourd'hui, c'est les questions qui sont liées à l'observation de la Terre. Le climat est au cœur de nos préoccupations, on le sait tous, on a mis du temps à le comprendre, on sait qu'on a un système très complexe en face de nous, ça va prendre beaucoup de temps de régler ces différentes questions. Les politiques publiques à mettre en place sont extraordinairement complexes, très coûteuses aussi. Comment est-ce que je suis capable de les évaluer? Comment est-ce que je suis capable de mesurer, de comprendre ce qui se passe aujourd'hui sur Terre? Si vous n'avez pas le spatial, si vous n'avez pas les satellites qui sont capables d'aller observer les taux de CO2, le niveau d'eau des océans, qui sont capables d'aller observer les températures sur la planète avec des taux de revisite extrêmement élevés et une précision très, très forte, eh bien, si vous n'avez pas ces données-là, eh bien, les climatologues ne sont même pas capables de comprendre quel est l'état de la planète aujourd'hui. Et non seulement ils ne sont pas capables de comprendre ce qu'est l'état de la planète aujourd'hui, mais en plus de ça, ils ne sont pas capables de rentrer les données dans leurs modèles mathématiques qui vont permettre de faire les prédictions pour le climat de demain. Et donc, c'est toute une boucle qui ne serait pas là. C'est-à-dire qu'en gros, non seulement on serait aveugle à l'instant T, on ne serait pas capable de voir loin devant non plus, et donc on est incapable d'évaluer les politiques publiques qu'on est en train de mettre en place. Le spatial, il est clé pour ça, et je crois que tous les grands pays du spatial l'ont compris aujourd'hui, et ça fait partie des très grandes priorités de la France, de l'Europe, mais aussi des États-Unis. Et donc, vraiment, il y a un très, très grand investissement derrière ça. Alors, j'ai raconté tout ça,
Mais le spatial, c'est aussi, et c'est ça qui est, vu le nombre d'applications et le nombre de sujets qui sont liés au spatial, j'espère vous en avoir convaincu en quelques mots, derrière ça, comme il y a de plus en plus d'activités sur le sujet, eh bien, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés au spatial. La communauté spatiale n'a fait que grandir et de manière absolument exponentielle au cours des dernières décennies. On est passé d'un sujet qui était réservé à quelques agences, quelques spécialistes, quelques industriels, à aujourd'hui un vrai écosystème qui se construit. Et évidemment, en faisant venir de nouveaux acteurs, de nouveaux entrepreneurs, mais aussi des scientifiques qui viennent d'horizons divers et variés, eh bien, en fait, la multiplication de ces acteurs, ça a fait baisser les coûts du spatial, et puis on a introduit aussi des technologies qui permettent de faire des choses qu'on n'imaginait pas hier. On est capable, par exemple, de faire des satellites qui sont beaucoup plus petits que les très gros satellites qu'on voit aujourd'hui. On a besoin des deux. On envoie à la fois des satellites de 8 tonnes et on envoie aussi des satellites qui font 5 kilos. Et les deux sont aujourd'hui fondamentalement très importants, mais surtout avec des technologies qui sont nouvelles, des petits satellites, avec éventuellement des petits lanceurs, des constellations de satellites, on abaisse considérablement les coûts d'entrée dans le spatial. Et donc aujourd'hui, si vous êtes un entrepreneur et que vous avez une idée, que vous avez besoin de mobiliser des objets spatiaux, eh bien vous pouvez avoir, alors pas toutes les applications évidemment, mais on peut avoir des applications où vous allez pouvoir, lancement compris, avoir un petit satellite en orbite basse pour quelques centaines, peut-être quelques millions d'euros. Donc des coûts qui n'ont rien à voir avec ce qu'on imaginait il y a encore quelques années. Et donc évidemment tout ça, ça a un effet démultiplicatif, c'est-à-dire que évidemment comme les coûts baissent, il y a de plus en plus d'acteurs qui arrivent, et donc on est dans un cercle extraordinairement vertueux aujourd'hui pour le spatial. Alors ce que j'ai dit est vrai, c'est évidemment un peu une caricature, parce qu'il reste encore plein de domaines du spatial, plein de secteurs qui sont extrêmement chers, extrêmement coûteux. Quand on va poser un sismomètre sur Mars, eh ben, c'est compliqué, c'est très cher, et ça restera probablement très cher pendant un certain temps. Mais par contre, ce qui est vraiment nouveau, et c'est ça qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il y a un business qui est en train de se construire autour du spatial. Il y a un vrai business avec de l'argent privé qui est investi. Globalement, sur l'ensemble du secteur spatial, l'argent public est encore majoritaire, partout dans le monde, hein, aussi bien aux États-Unis qu'en France, mais il y a de plus en plus d'investissements privés, et cette part d'investissement privé ne fait que croître. Donc voilà, c'est un système qui est en plein développement. Il y a plein d'entrepreneurs qui s'y intéressent. On a besoin de vous comme scientifiques, on a besoin de vous comme ingénieurs, on a besoin de vous comme entrepreneurs pour développer ce champ. Et je peux vous dire qu'avec la BPI, avec l'ensemble de l'État, on est extrêmement allant justement pour porter cette dynamique autour du spatial. Alors on va voir dans les minutes qui viennent, on va voir trois exemples qui sont trois super exemples autour du spatial. Alors je dis autour du spatial parce qu'on va partir d'un peu plus bas que véritablement l'espace. On va partir au début avec Ascendance Flight Technology, et je vais appeler tout de suite... Ah pardon, je suis en train de me tromper, j'ai oublié la question. Pardon, excusez-moi. J'ai oublié la question, je dois vous poser une question avant. La question, elle est là. Et je me mets un tout petit peu, c'est le spatial pour vous. Est-ce que c'est Thomas Pesquet? Est-ce que c'est Ariane? Est-ce que c'est le télescope James Webb? Vous savez, c'est le gigantesque télescope qu'on a lancé il y a quelques mois maintenant de Kourou en Guyane sur une fusée Ariane, un télescope de la NASA. Et puis, est-ce que c'est regarder la Terre? Et alors, pendant que vous réfléchissez à cette question, je reviens donc à mon petit pitch introductif pour justement une société absolument incroyable qui fait aujourd'hui un vrai pas sur la mobilité qui va nous permettre peut-être pas d'atteindre l'espace, mais d'atteindre des altitudes vraiment intéressantes. Et alors, le résultat, eh bien, c'est pas du tout ce que j'attendais. Moi, je pensais que tout le monde allait me dire que le spatial, c'est Thomas Pesquet. Je le dirai à Thomas, et je peux vous garantir qu'il ne sera pas content. Non, c'est pas vrai. Eh bien, oui, voilà, moi, j'aurais... Voilà, les trois, évidemment, sont absolument fondamentaux. On voit bien qu'on a ici, on a la science, on a l'observation de la Terre, on a les lanceurs et l'autonomie stratégique nationale et européenne. Et puis, on a évidemment aussi les questions d'exploration et les questions de compréhension de l'univers. OK. Merci beaucoup. Et donc, je vais bien y arriver. Thibaut, je vais appeler Thibaut, donc de Ascendance Flight Technology, et qui va nous présenter l'avenir de l'hélicoptère et puis l'aviation décarbonée. C'est une entreprise absolument incroyable. Et je t'appelle tout de suite.
En même temps, on va avoir aussi Exotrail avec Jean-Luc qui va nous rejoindre immédiatement. Jean-Luc. Et puis, alors, Exotrail, il est tout en haut. Et puis, entre l'hélicoptère et le Deep Space, peut-être pas le Deep Space, mais pas loin, eh bien, nous avons le vol en ballon. Et je vais appeler Amici, qui va venir de Zefalto et qui va nous présenter tout à l'heure des vols en ballon pour faire un tourisme spatial qui n'a rien à voir avec ce que vous pouvez imaginer. Voilà. On commence peut-être avec une aviation décarbonée. Merci beaucoup Philippe. Merci à tous d'être ici. Merci de m'avoir invité. C'est toujours impressionnant de se retrouver sur cette scène. Je pense que c'est moins impressionnant de monter dans le prototype de notre avion que de se retrouver ici en face de vous tous. Donc nous, chez Ascendance, qu'est-ce qu'on fait? On s'attaque à un problème de société aujourd'hui, c'est les émissions carbone. Je pense que vous avez tous plus ou moins déjà entendu que l'aviation est scrutée aujourd'hui pour ses émissions. L'aviation aujourd'hui, mondialement, c'est 2 à 3% des émissions. C'est 918 mégatonnes de carbone, donc 918 millions de tonnes de carbone qui sont émises chaque année. L'aviation, c'est plusieurs segments. Ce sont les avions que vous connaissez tous. Ce sont les avions régionaux, qui sont peut-être un peu plus petits, vous en avez peut-être déjà vu. Ce sont ceux avec des hélices qui sont sur les ailes. Et tout en bas, on a les hélicoptères. Moi, je suis un passionné d'aviation depuis tout petit. Et pour moi, l'aviation, c'est un rêve. J'ai envie de trouver une solution pour qu'on puisse continuer de voler. Et la technologie, pour moi, c'est peut-être pas l'intégralité de la solution. C'est même sûrement pas l'intégralité de la solution. Mais c'est un grand pas en avant. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez Ascendance? On développe les technologies qui font que demain, l'aviation sera moins polluante, sera plus durable. Donc, comment on fait ça? On travaille sur une technologie de moteur hybride électrique. Donc là, c'est la partie un peu technique. Hybride électrique, c'est quoi? C'est une combinaison de deux énergies. C'est des batteries d'un côté, une autre source d'énergie de l'autre. Donc pour l'instant, ça va être peut-être du carburant conventionnel, parce qu'il se trouve que c'est assez facile à en trouver. On en a sur tous les aéroports, donc on va pouvoir les utiliser. Mais dès que ce sera possible, ça sera des carburants de synthèse, qui sont des carburants décarbonés. Et ça sera aussi demain de l'hydrogène vert, quand on pourra le produire et l'approvisionner sur tous les lieux de décollage et d'atterrissage. Alors, c'est bien de décarboner l'aviation. Je vous parlais d'un A380 qui sera décarboné. Vous imaginez bien que ce n'est pas tout de suite qu'on va être capable d'avoir un A380 décarboné. Donc, comment est-ce qu'on commence pour avoir un impact dès aujourd'hui? Parce que vous êtes tous d'accord pour dire qu'il faut commencer à avoir des actions aujourd'hui. Eh bien, on commence justement par l'hélicoptère. Donc, on va développer un avion à décollage et atterrissage vertical. Et c'est là où on voit qu'on est ingénieur et qu'on n'est pas marketeur, parce que ça s'appelle un eVTOL, donc un truc absolument imprononçable, qui est en fait une alternative à l'hélicoptère bas carbone. On va réduire jusqu'à moins 80% les émissions de CO2 et on va aussi réduire le bruit par 4. Parce que pour nous, c'est ça la sustainabilité. Donc aujourd'hui, la société, elle est implantée à Toulouse, c'est une 50aine de collaborateurs. Ce qui est bien dans ce genre de société, et je pense que je reviendrai dessus sur la partie deep tech, c'est qu'on est au cœur du produit. Donc le matin, vous faites des calculs savants sur un tableau blanc. L'après-midi, vous allez serrer des boulons de 8 en demandant à tout le monde dans le garage qui a la clé de 8, parce que je pense que c'est quand même la phrase qu'on entend le plus autour du prototype. Donc, moi, d'où je viens pour en arriver là? Alors, je pense que je vais un peu redire des choses qui ont déjà été dites. J'ai eu un cursus assez conventionnel. J'ai été en classe scientifique, j'ai fait classe préparatoire, j'ai fait une école d'ingénieur. Ça m'a toujours intéressé, cette technologie. Je me souviens que quand j'avais 10 ans, on m'a offert un petit moteur à construire en plastique. Et j'avais trouvé ça génial à l'époque. Et donc j'ai continué dans cette voie-là. D'ailleurs, j'engage tout le monde, tous les étudiants donc, bien évidemment, les cours sont une source inépuisable de savoir à l'école, mais c'est aussi tout ce qu'on fait autour. Moi, la première voiture hybride que j'ai construite, c'était à l'école. Alors, je ne l'ai pas fait tout seul, bien sûr. On était toute une équipe d'étudiants, mais c'était à l'école. Et donc, il faut continuer dans cette voie-là. Et pour moi, suite à ça, je suis rentré chez Airbus. J'ai travaillé dans des programmes de recherche pour faire en sorte que l'aviation soit plus décarbonée. Donc, j'ai commencé à travailler sur des avions électriques. J'ai vu aussi les limitations, mais surtout le plus important, c'est que j'ai rencontré mes 3 associés chez Airbus. Et c'est là où on a décidé ensemble de continuer cette aventure humaine et de créer Ascendance Flight Technologies, pour continuer dans cette voie, trouver des solutions pour décarboner l'aviation et faire qu'un jour, tous les avions aient une petite partie de technologie Ascendance qui fait qu'ils soient moins polluants.
Je voudrais juste vous dire un mot sur la deep tech, parce que pour moi, qu'est-ce que c'est la deep tech? C'est un moyen de répondre aux enjeux qu'on a aujourd'hui, aux enjeux de ce monde. C'est des choses qui prennent du temps. Si ça se faisait en un claquement de doigts, on ne se poserait pas ces questions aujourd'hui parce qu'on aurait déjà résolu les problèmes. Et deux, ça serait quand même beaucoup trop facile, ça serait pas marrant. Donc, c'est prendre ces enjeux, c'est regarder, c'est le temps long, effectivement, et ça, il ne faut pas se décourager. Mais il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et j'espère que dans cette salle, il y a plein de gens qui vont prendre en main tous ces sujets, tous ces challenges, pour trouver des solutions, pour apporter des nouvelles manières de penser, et pour qu'à la fin, on puisse apporter aussi une réponse, ou une partie de la réponse, à ces enjeux d'aujourd'hui. Et je voudrais finir sur 3 points. Pour moi, alors l'entrepreneuriat, mais en tout cas l'entrepreneuriat deep tech, c'est 3 choses. Le premier, c'est de la passion. Il faut être un peu passionné pour pousser le sujet par le produit, par l'entrepreneuriat, peu importe, il faut qu'il y ait de la passion quelque part. Le deuxième point, c'est de la ténacité, parce qu'il faut quand même s'accrocher. Vous allez quand même entendre un sacré nombre de fois que ce que vous faites, vous n'allez pas y arriver. Il faut quand même continuer à s'accrocher, il faut toujours voir en fait le bout du tunnel. Et le troisième point qui est très important pour moi, c'est de la créativité. Et ça, on ne va pas résoudre les problèmes en faisant comme on a toujours fait. Il faut une nouvelle manière de penser, il faut s'élargir. Et c'est peut-être là aussi où on a quelque chose à faire, en complément de notre formation excellente d'ingénieurs, de scientifiques en France. Il faut qu'on apprenne aussi à rêver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est une belle transition, parce que c'est une transition qui est sur le mot du rêve. Et donc on va partir un petit peu plus haut dans l'espace. Amici, tu vas nous parler de Zefalto, de vol en ballon. Vol en ballon qui sont très utiles pour les scientifiques, pour les gens qui font du climat, pour des gens comme nous aussi. On a tout un programme de ballons et plein de collaborations. À toi de nous faire rêver. Bonjour à tous. Je m'appelle Amici Monclar et je suis directrice générale de Zefalto. On fait du voyage spatial bas carbone en ballon stratosphérique. Moi, j'ai 30 ans, je suis passée par une école de commerce, j'ai fait un peu d'histoire de l'art. Après quoi, j'ai fait quelques années de conseil et je suis partie en Inde pour travailler sur des questions d'accès aux soins de santé. Et quand je suis revenue, j'avais 3 convictions. La première, c'est qu'il fallait changer notre façon de travailler. On parlait beaucoup autour de moi d'organisation régénératrice, par exemple. Ce n'était pas tout à fait ce que j'avais vu dans ma carrière. La deuxième, c'était qu'il fallait qu'on change notre façon de voyager. Et la troisième, c'est que j'étais vraiment complètement nulle. Et puis, j'ai commencé à donner un coup de main à un copain entre 2 jobs qui avait un projet assez dingue. Et on partageait vraiment complètement la même vision. On avait voyagé avec un groupe de copains dans les Cévennes où on dormait sous la tente et le soir on regardait les étoiles. Il se trouve que c'est quelque chose qu'on a complètement perdu dans notre vie aujourd'hui. On ne voit plus les étoiles, c'est fini à cause de la pollution lumineuse. Ça fait pendant des siècles, l'humanité a projeté ses rêves dans les étoiles. Ça nous a servi de guide. On a projeté un peu tout ce qu'on imaginait, toutes nos mythologies là-dedans. C'est un rapport qu'on a complètement perdu aujourd'hui. Et donc, je me suis retrouvée avec ce projet. Donc, comme je vous avais dit, j'avais absolument aucune confiance en moi. En revanche, j'étais absolument convaincue qu'il fallait absolument le faire. Donc, on est parti de ce prototype. Et aujourd'hui, on est 25. On a une excellence écologique. On fait du vol en ballon. On emmène les gens à 25 km d'altitude, contempler la courbure de la Terre, être dans le noir, vivre une vraie expérience spatiale. Et on le fait pour 26 kg d'équivalent CO2. On a une excellence technologique. On a une équipe d'experts. Et donc, on franchit petit à petit toutes les étapes pour être certifié, pour avoir le droit d'emmener des passagers et de démontrer qu'on le fait en toute sécurité. On travaille avec des partenaires d'excellence, tout un écosystème. Et on a une excellence où on développe aujourd'hui une expérience pour emmener les gens et leur faire voir à quel point la Terre est belle, à quel point ça a un sens de la préserver. Et donc c'est vraiment la mission qu'on se donne de faire vivre cette expérience extraordinaire, non seulement à nos passagers, mais de faire comprendre, de porter ce message autour de nous que préserver la planète, faire les choses d'une façon qui soit cohérente, qui soit celle dont on pense qu'elle est bonne, qu'elle est cohérente pour les gens avec qui on travaille, mais aussi qu'elle n'a pas trop d'impact CO2. C'est quelque chose qui a
qui est plein de créativité. C'est une aventure incroyable. En fait, les gens vous suivent quand vous faites ça. C'est intéressant. On travaille avec des gens exceptionnels. C'est beaucoup plus intéressant que de le faire de la façon traditionnelle. Donc ça, c'est le message aujourd'hui. On a été très étonnés de voir à quel point tout le monde nous suivait là-dessus. Donc ça a été aussi exceptionnellement difficile. C'était un projet complètement fou. Moi, je n'avais pas de background aéronautique. Il a fallu convaincre plein de gens là-dedans. Il faut aussi retenir qu'en réalité, il y a énormément de gens qui ont envie d'aider. Le CNES, comment est-ce qu'on a commencé à travailler avec eux? On a appelé au standard et on a demandé à parler aux gens qui travaillaient sur les ballons. On a reçu un soutien de trois institutions clés si vous voulez vous lancer dans un projet aéronautique, la BPI, le CNES et la région Occitanie. Voilà, tout le monde a envie que vous y arrivez. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'était un petit conseil si vous voulez vous lancer dans un projet. Le premier conseil que j'aurais, c'est de choisir qui vous écoutez. Donc, comme tu nous l'as dit, tout le monde va vous dire tous les jours que vous n'y arriverez jamais. Donc, si c'est quelqu'un qui est un expert de votre technologie ou un expert de votre marché, ça vaut le coup de faire attention. Tous les autres gens, ils n'y connaissent rien, ils n'en ont aucune idée. En revanche, voilà, c'est important de s'entourer de gens qui sont exceptionnellement experts et d'aller chercher les meilleurs. Merci beaucoup. Alors, on va partir encore beaucoup plus haut, merci beaucoup. Et là, on va vraiment s'adresser... Alors, c'est une start-up qui commence à être une start-up installée qui est un vrai acteur du spatial aujourd'hui, avec une société qui est vraiment un acteur majeur de la mobilité, en particulier sur les petits satellites en orbite basse, et puis peut-être demain sur des orbites même plus hautes. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très content d'être là. Merci à BPI de donner l'opportunité à des entrepreneurs comme nous, à des entrepreneuses de témoigner sur nos parcours. C'est vraiment important. On est là aussi pour partager. Je remercie très chaleureusement Philippe qui a complètement spoilé l'intro que je voulais faire. Je vais quand même vous la faire parce que ça va vous expliquer un petit peu quelle est la vision d'Exotrail aujourd'hui. Je vais vous donner un nombre, 40. 40, c'est le nombre de satellites à peu près qu'on utilise tous les jours dans notre quotidien. Philippe a mentionné les applications. C'est de la météo, c'est de la navigation, c'est de la télévision. Apple, il y a un mois, a annoncé la mise sur le marché d'un service d'appel d'urgence par satellite. Aujourd'hui, c'est 40. Demain, ça va être plusieurs centaines de satellites par jour qu'on va utiliser. Donc oui, effectivement, l'espace a investi notre quotidien et c'est que le début. L'espace, effectivement, il est en pleine révolution aujourd'hui. Ça a démarré par un lieu d'exploration, un lieu de position géopolitique aussi dans les années 70. Aujourd'hui, c'est un nouveau terrain de jeu commercial. Et tout s'accélère. Pourquoi? C'est d'abord pour les besoins terrestres. Philippe les a mentionnés. On a de plus en plus de besoins terrestres, de compréhension de notre environnement à micro, à macro-échelle, des besoins de connectivité partout, tout le temps, avec le meilleur débit, avec la meilleure latence, avec la plus faible latence, pardon. Tout ça, c'est finalement une augmentation des besoins. Et puis en face, vous avez finalement une augmentation de l'offre. Comme l'a aussi mentionné Philippe, le coût d'accès à l'espace a diminué de plusieurs ordres de grandeur dans les 15 dernières années. Ça devient de moins en moins cher d'envoyer des choses dans l'espace. Et tout ça, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est une multiplication des objets dans l'espace. On était à quelques centaines de satellites il y a 15 ans autour de la Terre. On est à quelques milliers aujourd'hui. Les projections à l'horizon 10-15 ans, c'est quelques dizaines de milliers de satellites autour de la Terre. Tout ça, c'est une accélération exponentielle. L'espace est la 4e route commerciale qui est en train de s'ouvrir. Après la route commerciale terrestre, le maritime, l'aérien, on y est aujourd'hui. C'est l'espace qui est un nouveau terrain commercial à conquérir. Ce parallèle-là, il est très fort entre la logistique terrestre et la logistique spatiale. Et là, vous allez comprendre, Exotrail se positionne comme un logisticien de l'espace. Les problématiques sont les mêmes. Vous devez faire bouger des objets, les amener là où ils vont devoir fonctionner, les maintenir là où ils vont devoir fonctionner de la meilleure façon. Et en fin de vie, pour des raisons de durabilité aussi de l'espace, vous allez avoir besoin d'en faire quelque chose. Ça, c'est le positionnement d'Exotrail. On
a une approche complexe pour un projet start-up, deep tech, où on fait à la fois du logiciel, d'abord pour bien comprendre le besoin de mobilité, bien le définir. Ensuite, on fait du hardware. On a démarré notre histoire en faisant des moteurs, parce qu'il y a beaucoup de satellites qui n'ont pas des moteurs très efficaces. Et aujourd'hui, progressivement, on va vers du service de transport orbital par le développement finalement d'un satellite convoyeur. Tout ça, c'est notre vision commerciale. C'est important, on est là, on est une start-up, on est là aussi pour faire du business. Alors certes, on est là pour faire rêver, si on le peut, mais on est d'abord là pour faire du business. Ça, c'est donc la vision commerciale. Au plus profond de nous, ce qu'on vise quand même, c'est d'avoir un espace plus efficient, plus durable. L'espace, si je caricature à peine aujourd'hui, c'est vous achetez une voiture neuve, vous faites le plein, vous faites 600 km, vous n'avez plus d'essence, vous jetez la voiture. C'est ça aujourd'hui quand même quelque part l'espace. Donc on a tous un enjeu, un devoir d'aller aussi investir en termes de durabilité cet espace qui est finalement pas si éloigné de nous, à quelques centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait chez Exotrail. Alors, comment on en est arrivé là? C'est d'abord un projet qui est né à la Paillasse. Moi, j'étais ingénieur de recherche au CNRS, j'y ai passé un peu plus d'une quinzaine d'années. J'étais sur des projets d'exploration interplanétaire, donc on va dire le côté noble, pur de l'exploration spatiale. Il en faut, c'est important. Mais à un moment, j'ai eu envie de faire du spatial un peu autrement, un peu plus vite, à un coût un peu moindre, si possible. Et c'est aussi un projet qui est né sur les bancs de l'école, d'une école d'ingénieurs bien connue, où on avait 2 étudiants qui suivaient un cursus entrepreneurial et qui imaginaient, analysaient, est-ce qu'on pourrait faire un jour une start-up, un business dans le domaine spatial. Et puis, il y a eu une rencontre, moi avec ces étudiants, et puis moi, ces étudiants et un chercheur qui travaillait depuis plusieurs années sur des thématiques matériaux qu'on pouvait imaginer appliquer sur de la propulsion. Et ça a été la clé. Souvent, la clé de début d'un projet entrepreneurial, c'est une rencontre. Et bien là, ça a été notre cas. Et à partir de là, tout s'est accéléré. On a eu une chance incroyable de profiter d'un outil formidable en France, qui est une société accélératrice de transfert de technologie. Il y a Xavier dans la salle, et je le remercie encore une fois d'avoir cru en nous, la SAT Paris-Saclay, parce que ça a été le démarrage, le catalyseur de tout ça. Et puis après, c'est une accélération, un projet de maturation avec la SAT. Des premiers résultats, on crée l'entreprise, on lève des fonds une première fois, on fait une première démonstration de nos produits dans l'espace, on signe des premiers clients, on fait une deuxième levée de fonds, on accélère d'un point de vue commercial, on continue le développement technique, on commence à pré-industrialiser nos produits. Et aujourd'hui, on a encore plein de challenges devant nous. C'est l'industrialisation, c'est le ramp-up industriel, c'est l'internationalisation de la société. Et tout ça, c'est des challenges permanents, quotidiens. Et c'est ce qui fait que l'histoire, finalement, est belle. Je termine avec, finalement, après avoir dit comment on en est arrivé là, pourquoi on le fait. C'est quand même ça qui est, in fine, important. Alors, il y a plein de raisons. Comme il y a plein de raisons et plein de façons de monter une start-up, d'exécuter une start-up, il y a finalement plein de raisons de pourquoi on le fait. Je vais vous en donner 3 qui sont pour moi les 3 les plus importantes. La première, c'est pour avoir de l'impact au niveau personnel. Le matin, vous vous levez, vous savez que vous allez avoir 40 décisions à prendre dans la journée. Les 40 décisions, vous allez avoir leur effet quasi immédiat. Il n'y a pas un autre environnement de travail où vous pourrez avoir une connexion aussi directe entre ce que vous décidez et finalement voir le fruit de vos décisions. C'est aussi bien sûr un impact collectif dans la mission que l'entreprise doit réaliser. Le deuxième élément très fort, c'est de la création de valeur. Vous ne pouvez pas imaginer la fierté qu'on a chez Exotrail tous les jours d'embaucher des gens, de faire travailler une supply chain, des fournisseurs locaux, français quand on peut, européens. C'est fondamental, on s'insère dans une économie et on est l'écosystème start-up aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens et que je répète à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire. C'est l'écosystème start-up et une nouvelle composante de l'économie française, de l'économie mondiale. Et il faut la considérer comme telle. Et le dernier élément, c'est finalement une aventure humaine qui est phénoménale. Niveau personnel déjà, c'est un projet d'introspection. Vous allez apprendre à repousser vos limites, à mobiliser toutes vos ressources, vos compétences. Et c'est aussi, et bien sûr, une formidable aventure collective. Une start-up, ce n'est pas une famille. Ça, je le répète souvent à mes collaborateurs, à nos employés. C'est une équipe. C'est les meilleurs qui sont sur le terrain. Et tous les jours, on va au combat. Et tous les jours, on vit des moments incroyablement intense en termes d'adrénaline, de succès, et on vit aussi des moments difficiles, très durs, terribles, et c'est comme ça qu'on se construit, c'est un condensé de vie. On grandit très vite,
et dans toutes les directions. Donc si j'ai un dernier mot pour conclure, j'ai pris un peu plus de temps et j'en suis complètement navré. Mais si vous avez un projet entrepreneurial, juste allez-y, lancez-vous. Vous ne pouvez pas imaginer en France la chance qu'on a. On est un pays où on peut entreprendre et ça, c'est très, très, très important à garder en mémoire. Merci. Merci beaucoup. J'espère qu'avec ce message, ou ces messages, vous avez à la fois envie de travailler dans le spatial et de monter une entreprise. On a le temps, je crois, pour une petite question peut-être. Et puis, voilà, qui était une question qu'on avait. Voilà. Voilà, maintenant, qu'est-ce que finalement, c'est peut-être un petit peu redondante avec la première, mais finalement, qu'est-ce que c'est l'espace pour vous, la mission numéro 1 ? C'est est-ce que c'est se tourner vers l'extérieur, comprendre l'univers, etc., comprendre nos origines aussi à travers ça, ou est-ce que c'est trouver des solutions pour la Terre? Et pendant qu'on réfléchit à cette question, peut-être, voilà. Merci Philippe. Je passe la parole. Merci Philippe. Donc on va attendre la réponse à la question. Qu'est-ce que tu répondrais d'ailleurs, toi, Philippe ? Moi, je répondrai B, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est ça notre priorité. Mais évidemment, comme je suis un peu schizophrène, j'ai aussi quand même envie de répondre A. Alors écoute, tu vois, tu en es à peu près dans l'équilibre. Voilà, merci à vous.